Bonjour à tous, bienvenue à Gaillac Toulza pour la 5e étape du 24 MX Tour. Ce week-end, seuls les MX1 et les MX2 sont en lice. Et moi, je vous accueille depuis le tracteur qui sert à refaire la piste. Et je suis avec Guy. Alors Guy, comment s'est passée la préparation du terrain ? Bon, eh bien, ça s'est bien passé. Nous avons fait beaucoup de boulot sur le terrain. Nous en avons griffé. On a passé la herse. On a fait beaucoup de modifications au niveau des sauts, des réceptions. On a agrandi le terrain de manière à ce que les pilotes prennent du plaisir à venir rouler. Bon, vous savez que vous êtes l'un des hommes les plus importants pour les pilotes ce week-end. Oui, on fait partie de l'équipe parce que je ne suis pas tout seul, j'ai mes collègues. Et, bon, on a beaucoup travaillé, eux avec d'ailleurs. Et donc, on espère que ça se passera bien. Bon, on va aller finir la préparation du terrain. On vous laisse. Seb, je te laisse le micro. À plus tard. Le motocross est un sport individuel. Une fois sur sa moto, seul le pilote peut œuvrer pour un bon résultat. Mais à y regarder de plus près, on se rend vite compte qu'un rider travaille avec toute une équipe derrière lui. Et celui avec qui il passe le plus de temps, c'est son mécanicien. Mécanicien-pilote, c'est une relation qui dépasse bien souvent les simples liens du travail. Ça se passe plutôt bien, on essaye de bien dialoguer ensemble pour trouver les meilleurs réglages et les meilleures solutions. Enfin, Nanou, c'est quelqu'un qui est assez réservé, moi je suis plutôt dans l'inverse, donc du coup c'est vrai qu'on se complète un petit peu, on arrive à avoir des bons échanges, donc c'est vrai que c'est sympa de travailler avec lui. Faut pas être trop proche de lui non plus pour lui dire les problèmes qu'il peut avoir sur la moto. C'est important d'avoir cette relation, parce que c'est vrai que c'est un sport individuel, il est tout seul sur le guidon, et c'est vraiment notre rôle à nous derrière de le pousser, puis de lui faire sentir qu'on est là pour lui. On vit la course sur le bord, mais au final on est un peu avec lui sous le casque, donc c'est vrai que des fois c'est un peu stressant, on le voit doubler, on est content, on le voit qu'il perd un peu des places, on s'inquiète un peu quand il revient pas, enfin, on vit, on est derrière quoi. C'est aussi un ami avant d'être mon mécano, donc voilà, ça c'est super important. On s'organise vraiment comme nous on veut, on dépend de personne quoi, donc ça c'est, je dirais que c'est le gros point positif par rapport à une grosse structure. On est un peu sur la même longueur d'onde, donc moi je suis très cool, je suis un peu plus vieux mais j'ai toujours été habitué à travailler avec des jeunes. Moi je sais que j'ai confiance en lui en 200%, donc c'est la base déjà pour qu'on s'entende bien, que ça se passe bien sur les courses et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la mayonnaise elle prenne. Il est très calme et c'est ce qui est super important. Quand il y a un problème sur la moto, de réglage, il ne faut surtout pas s'énerver. Il voit le comportement de la moto, moi je lui donne mes sensations, lui il voit d'un œil extérieur. Les courses s'enchaînent et du coup donc il vient à l'atelier, il s'occupe de sa moto d'entraînement. Moi la moto de course elle est en permanence chez moi, donc on peaufine des petits réglages, on essaye des trucs à l'entraînement. La confiance est primordiale et puis ça permet de se lever des choses de la tête en tant que pilote. Je peux faire la moto sans qu'il regarde derrière ce qui s'est fait, qu'il se pose des questions dessus, savoir si ça a bien été fait ou bâclé quoi. J'ai un peu l'habitude, donc je vois quand la personne qui bosse sur une moto sait ce qu'elle fait ou pas. Je passe autant de temps avec lui que sur la moto, quoi. Il va savoir de quoi je vais avoir besoin, que ça soit instantanément ou bien le tour d'après, que je vais avoir besoin de m'arrêter pour faire quelque chose sur la moto, ou si je fais un signe comme quoi c'est bon, c'est réglé, ça va mieux. C'est poignant, c'est stressant et il ne faut pas le montrer au pilote non plus qu'on est stressé parce que sinon ça va le stresser encore plus. Mais ouais, on vit la course à fond. Hein. Quelle est l'une des principales caractéristiques du MX? Les sauts, forcément. Les pilotes passent presque autant de temps dans les airs que dans les ornières. Alors, comment bien aborder un saut? C'est le sujet de la MX Masterclass. Salut, c'est Anthony Bourdon. Bonjour, c'est Sébastien Bourcel. Bienvenue dans la MX Masterclass. Et aujourd'hui, on va parler des sauts. Il y a plusieurs types de sauts. Le saut à plat. Après, on a une table, un double, un camel, un double en descente. On reste bien au milieu de sa moto. Et en même temps qu'on arrive dans l'appel,
On appuie un tout petit peu sur les jambes et les cale-pieds. Si on est trop sur l'arrière, il y a possibilité de freiner en l'air pour redresser l'assiette de la moto. L'équilibre dans un saut, ça se joue tout à la pelle. En l'air, on rattrape. Quand on fait un beau strut, ça rend vraiment pas mal avec une belle moto à plat et on monte vraiment pas haut. Il y a aussi une utilité en course où on ne gagne pas non plus des secondes pleines, mais quelques petits dixièmes qui peut servir des fois à la fin d'un tour chrono. C'est cool de sauter à deux sur un saut, de se regarder et tout. Faut savoir le gérer. Une belle table où on peut bien amortir. Une belle réception où on peut whipper et c'est assez fun. Vous le savez, tous les week-ends, avant les courses, les pilotes prennent part aux séances de qualification et on a décidé de vous faire vivre ce moment de l'intérieur. Un moment important pour prendre un bon départ puisqu'il détermine la position sur la grille. Et on commence tout de suite par le récit des qualifications MX2. Pour l'instant, on a Thomas Do, Arnaud Aubin et Florent Richier. Apparemment ça se passe bien pour l'instant pour Thomas. Il aime bien la piste, elle est bien préparée. Pour l'instant il a la pole, mais bon, c'est pas encore fini. Florent Richier actuellement deuxième, on va lui demander comment ça se passe. Florent, comment ça se passe là la qualif? Ouais, on vient d'attaquer, donc là juste fait un tour chrono. Le terrain pas trop mal, pour l'instant je suis 2 à 2 dixièmes, donc on va essayer de reprendre la pole. Il reste à peu près 5 minutes. T'enchaînes 2 tours, comme un manche, tu lâches rien, t'es mort de faim. Allez mon ami. La séance est terminée, c'est Florent Richier qui vient de reprendre la pole dans le dernier tour. Je savais que c'était le dernier tour, j'étais vraiment dans un bon tour. Maintenant, la course est tout à l'heure, mais bon, c'est toujours bien de faire la pole. Valentin Tellier vient de chuter, il glisse au fur et à mesure dans le classement et il est 7ème pour le moment. Et j'ai fait une grosse chute et c'est vrai que les piquets sur ce saut ils reviennent un peu et voilà, j'ai glissé un peu à la pelle, j'ai sauté sur les piquets et bien sonné quoi, mais bon non ça va. Arnaud, comment ça se passe pour ton frère cette séance qualif? Pas trop mal, après faut quand même faire attention parce que là on a pu voir la chute de Tellier et tout. Les 4-5 premiers ça se tient en 1 seconde donc s'il arrive à faire dans les 3 ce serait bien. Aranda est en tête devant Bog, Pourcel, Aubin et Lacan, mais ça devrait encore évoluer. Est-ce que ça va finalement Valentin? On n'a pas eu le temps de repartir sur un tour, le drapeau d'ami vient d'être mis donc ouais ça va. C'est donc Greg Aranda qui signe la pole devant Xavier Bog et Sébastien Pourcel. Satisfait de la moto, du roulage, après on verra cet après-midi. Créateur et team manager de son propre team, Nicolas Aubin fait partie des figures incontournables de la scène française. Malgré un début de saison entaché par des pépins physiques, le pilote Suzuki revient dans le groupe de tête au fil des manches et garde toujours pour objectif de conquérir le titre Elite MX1 après avoir obtenu celui du MX2 en 2007 et en 2011. Ton début de saison a été entaché par une blessure à l'épaule. On le sent là, tu reviens petit à petit aux affaires et ça s'est plutôt pas trop mal passé ces derniers temps pour toi. Au niveau de l'épaule, je suis à peu près à 100%. Mais bon, on est à... Ça, on a quand même fait déjà 4 épreuves, donc il était temps aussi. Et voilà, petit à petit, je reviens, mais c'est hyper frustrant quoi, de savoir qu'on a le potentiel pour faire mieux. Et même blessé, je vais au charbon et puis
puis voilà, et puis quelque part quand je rentre des courses, j'ai réussi à scorer et tout, bah, j'étais quand même, j'étais déçu, mais j'étais assez fier de moi quand même parce que honnêtement j'en ai chié comme rarement dans ma carrière depuis le début de saison. Ouais, à Castelnau, on t'a vu rerouler vraiment agressif avec ton style assez particulier. Pourquoi tu es très différent à avoir roulé des autres pilotes sur la moto? Bah, déjà je pense que je suis petit, donc étant petit je me déplace beaucoup sur la moto et avec mon caractère je mets pas mal d'engagement. Je pense que c'est ça qui donne visuellement cette impression. Nico, quel regard aujourd'hui tu portes sur ton sport, sur le motocross? C'est ma vie, c'est ce qui me fait gagner ma vie. J'ai 28 ans, j'aimerais bien rouler encore à ce niveau-là, encore 4-5 ans. Ouais, ce serait, voire plus, le plus longtemps possible. De toute façon, j'aimerais faire ça le plus longtemps possible. Tu dois revenir en mondial? Je pense pas, je pense que c'est trop tard. De toute façon, faut passer à autre chose. Si j'ai pas pu y rester au moment où j'étais en forme, ou le plus en forme, on va dire, de ma carrière, c'est qu'il y a eu des raisons. Même si je fais plus la saison complète, je pense que sur certains circuits, il y a peut-être encore moyen de rentrer et de faire un top 10, vraiment, si je suis à 100%. J'ai encore des objectifs, le Supercross, le Touquet et l'élite. L'idéal, ce serait de gagner les 3, d'arriver à les gagner avant de partir. Le SX, je suis conscient que ça va me demander, je pense que c'est le plus dur. Tu nous le disais, tu prends encore plaisir à rouler, c'est ta passion. Est-ce que ce rôle de team manager te plaît tout autant? Pas autant, non. Je fais une commande de pièces sur un ordi, non, c'est pas. J'ai pas d'adrénaline, j'ai pas de. Je le fais parce que je dois le faire, parce que c'est mon métier aujourd'hui, parce que j'ai fait ce choix-là. Des jours où ça me plaît pas trop, je pense aux objectifs. Je continuerai peut-être quand j'aurai arrêté. Voilà, peut-être pour aider des jeunes, ça c'est quelque chose qui me plairait, quoi. Le fait de faire rouler ton frère aussi dans ta structure, c'est quelque chose de particulier, je suppose? On est une famille comme assez soudée, assez proche depuis des années. Mais faire rouler son frère, c'est pas toujours évident. J'aime pas prendre la position du patron, j'essaye de pas la prendre avec lui, mais il y a des moments comme il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il fasse des choses que je lui dis. De toute façon, je l'ai pas lâché de l'hiver. Et puis voilà, la saison est mieux, donc voilà. Merci Nico de nous avoir accordé un peu de temps et puis bon week-end. Ah ouais, j'espère. Un bon week-end à moi et puis mon petit frère. On espère un bon week-end pour l'équipe. En ce début d'après-midi, les températures sont toujours fraîches à Gaillac, mais les pilotes vont pouvoir se réchauffer rapidement. On note les absences de Renaud, d'Ercourt et Boiramé, le leader du championnat. Les 3 pilotes roulent au GP de Lettonie dans le cadre de l'EMX 250. Richier entre le premier sur la grille. Nathanaël Bress, ici en embarqué, a réalisé le 8e temps des qualifs et il va se faire légèrement enfermer au départ. Le all shot est signé Nicolas Barcelo. Dans sa roue, on retrouve Bourdon, Richier et Aubin. Le numéro 888 mène en temps la course. Puis Bourdon prend la tête et il se retrouve sous la pression de Richier. Le pilote JPM a un beau coup à jouer au championnat ce week-end en l'absence de Dercourt et Boiramé. Derrière ces deux-là, un groupe s'est formé et ça bagarre pour la 3e marche du podium. Barcelo, Aubin, Capel, Giraud et Bress sont sur le même rythme. Ces 5-là ne sont pas décidés à se lâcher. Ici, ça bataille entre Capel et Giraud et ça passe pour le 707. Anthony Bourdon tient bon, mais Richier prépare quelque chose. Il se rapproche de plus en plus du pilote numéro 945. Nathanaël Bress attaque Arnaud Aubin pour le gain de la 4e place. Et on voit à ce moment-là la moto de Richier arrêtée en plein milieu de la piste. Il est trahi par sa mécanique et doit abandonner. Grosse désillusion pour le 3e du championnat qui voit s'envoler de gros points. 5e pendant un temps, Robin Capel a dû abandonner suite à un problème électrique. Tomado rentre au stand dès le début de la course, la faute à une crevaison. Danouzé a bien roulé dans cette première manche. 13e après un tour, il finit 5e en doublant Barcelo dans l'avant-dernier tour.
Arnaud Aubin est 4e et confirme son retour dans le top 5. Le duel pour la 2e place a opposé Henri Giraud à Nathanaël Bresse. Giraud a surpris tout le monde dans cette course, mais il n'a pas pu résister au pilote KTM numéro 184. Bresse qui remporte ce duel et termine 2e. Leader quasiment toute la manche, Anthony Bourdon remporte le premier succès de sa jeune carrière en élite. La piste est devenue très cassante depuis le début de la journée et la course va en partie se jouer au physique. Richier n'a plus le droit à l'erreur s'il veut reprendre la plaque de leader à la fin de la journée. Nathanaël Bresse, ici en embarqué, se fait encore enfermer au bout de la ligne droite. Le meilleur départ est à mettre au compte de Nicolas Barcelot qui semble avoir trouvé la recette idéale ici pour bien partir. Derrière lui, Richier, Aubin et Clocher sont aux avant. Florent Richier et sa Yamaha numéro 25 prennent les choses en main avant la fin du premier tour. Jimmy Clocher, le numéro 520, actuel leader du National MX2, double également Nicolas Barcelot pour se retrouver 2e. Dans le top 10, les positions se figent rapidement. Seul Bresse parvient à doubler Henri Giraud en fin de course pour le gain de la 9e place. Devant eux, on retrouve Dan Ouzé qui prend une belle 7e place au cumul de la journée. Yannis Hirsuti est 7e. Robin Capel 6e. Arnaud Aubin finit 5e de la manche et marque suffisamment de points pour monter sur le podium de la journée. Nicolas Barcelot finit par céder au retour d'Anthony Bourdon et manque le podium du jour pour un petit point. Bourdon ne s'est pas arrêté là. En toute fin de course, il fonce sur Jimmy Clocher et passe le pilote Suzuki. Il termine 2e de cette manche et remporte la journée. Florent Richier coupe la ligne d'arrivée avec 7 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Cette victoire a forcément un goût amer pour le pilote JPM qui a confirmé ce qu'on avait pu entrevoir en première manche. Il était quasiment intouchable sur cette piste. Le podium MX2 de Gaillac Toulza est composé d'un trio inédit, Bourdon, Aubin et Bresse. Ça a été une très bonne journée pour moi, je fais premier et 2e. Je suis mal parti en 2e manche et Florent était déjà parti, le terrain était un peu monotrace, du coup j'ai quand même perdu beaucoup de temps. Mais première victoire, je suis super content, voilà. Florent Richier récupère la plaque rouge et compte 9 points d'avance sur Bois-Ramé. Aubin remonte 3e devant Dercourt. Chez les MX1, Valentin Tellier est bien au départ. Un peu froissé, il entre 7e sur la grille. Grégory Aranda et Xavier Bogue ne se lâchent plus depuis quelques courses. Les deux pilotes savent qu'il faut partir roue dans roue pour s'imposer. Jason Clermont, ici en embarqué, part mal. Le numéro 817 va casser son sélecteur de vitesse, il finit 12e. Loïc Rombaud signe le all shot au guidon de sa KTM 350 SXF, une nouvelle monture pour le pilote numéro 19. Mais Xavier Bogue ne tarde pas à prendre la tête. Aranda est à sa poursuite tout comme Tellier qui a réussi son départ. Le Vendéen va rester au contact de ses deux adversaires au championnat, mais il cale dans le 7e tour et se voit décrocher de la bataille pour la victoire. Sébastien Pourcel est mal parti et en tentant de se frayer un chemin pour remonter dans le top 5, il chute et laisse filer de nombreuses places. Après s'être bagarré avec Jordan Lacan, il termine 6e. Lacan et sa Suzuki numéro 222 finissent 7e. Nicolas Aubin complète le top 5 à seulement 1 seconde 6 de Loïc Rombaud, totalement esselé tout au long de la course. Pour la victoire, le duel Bogue-Aranda nous a tenu en haleine quelques tours. Tout d'abord, Xavier Bogue a contenu la Yamaha numéro 20 d'Aranda. Mais voilà, le Gardois est intraitable cette année, il ne lui faut que 6 tours pour récupérer la tête. Bogue essaye de répliquer en signant son meilleur temps en course dans le 8e tour. Aranda ne se laisse pas faire et réalise un chrono d'une 59,155, le meilleur temps de la manche.
Il file logiquement vers son 5e succès de la saison. Après un premier débat quelque peu figé, on espère que l'ultime course du week-end sera plus animée. La piste est très sèche et défoncée, la poussière commence à se faire très présente. Les pilotes vont devoir s'adapter à ces conditions difficiles. On vous laisse vivre le départ de cette course avec Jason Clermont en caméra embarquée. Pour le hot shot, c'est Xavier Bogue qui s'impose. Théier est dans la roue de la Kawa. Nicolas Aubin aussi est dans le bon wagon, mais le pilote Suzuki chute au 3e virage, perd beaucoup de temps et doit abandonner. Grégory Aranda a complètement manqué son envol et se faufile dans le pack. Il tombe à la sortie d'un virage en descente, récupère sa moto et repart au-delà de la 20e place. Sébastien Pourcel passe plus de la moitié de la course à combler son retard accumulé après le baisser de grille. Il se porte à la hauteur de Loïc Rombaud qui occupe la 3e place et il double. C'est au tour d'Aranda de revenir sur la KTM numéro 19. Le pilote de B Moraco passe et se lance à la poursuite de Sébastien Pourcel. Il ne faut que 3 tours à Aranda pour prendre le meilleur sur Pourcel. Ce dernier abandonne dans la foulée après avoir percé son radiateur. C'est donc un week-end très moyen pour le pilote Suzuki. Au fil des tours, Bogue s'est constitué une avance confortable sur Valentin Théier. Seul représentant du team Bud Racing ce week-end, il remporte la seconde course de la catégorie Rennes. Au cumul de la journée, Bogue s'impose devant Aranda et Théier. J'ai eu un peu de chance que Greg ait loupé son départ en 2e manche et qu'il ait chuté. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup mieux roulé en 2e qu'en première. En première, je me suis un peu crispé, j'ai eu assez vite mal au bras, donc j'ai lutté pour finir la manche en 2e position. Et puis en 2e, je suis parti, j'avais vraiment envie de gagner, quoi. Donc ouais, j'ai bien roulé, je suis bien parti, j'ai bien roulé, donc c'est une bonne course. Je me bats avec les premiers de nouveau et sur 3 courses là, j'en ai gagné 2, une fois 2e, donc je suis content, la vitesse est revenue. Grégory Aranda garde la plaque rouge et continue de creuser l'écart avec Théier. Xavier Bogue, lui, se rapproche du pilote Honda SR Moto Blues. Le 24e X-Tour de Gaillac-Toulza est terminé. Prochain rendez-vous en Bretagne du côté de Ernée les 11 et 12 juin prochains. Ce sera la 6e et avant-dernière manche du championnat de France élite de motocross. Vous pouvez retrouver tous les résultats sur elite-motocross.com. D'ici là, portez-vous bien, à plus.